Après le mot à dire avec David Nana et la matinale info de Cynthia Pascal, il est respectivement à la radio et à la télévision. Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders pour cette deuxième convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Un rendez-vous que vous pouvez d'ailleurs suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs les juges. Bernard Bougouma, Geoffroy Vaha. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougouma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Sur 400 demandes d'approbation de projets immobiliers au Burkina Faso, seulement 105 de ces dossiers ont été jugés recevables. C'est ce qu'on retient du rapport de la commission ad hoc instruit par le ministère en charge de l'habitat. Le rapport a été rendu public hier. Le regard des juges sur le contenu et ses implications dans cette convocation. Nous allons également enrôler pour la présente convocation la restriction imposée sur certains réseaux sociaux, notamment Facebook au Burkina Faso via Internet mobile, panne technique ou coupure volontaire des autorités, le décryptage des juges après la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Alors nous allons commencer avec le doyen des juges. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette deuxième convocation de la semaine du tribunal de l'actualité? Oui, merci président. Hier j'avais pris comme avant-propos, parce que j'en avais deux. L'un des deux c'était les étalons et espérer qu'ils puissent nous donner la qualification. Hier cela s'est fait au terme d'un match face à l'Éthiopie qui s'est soldé sur un score de 1 but partout. C'est vrai que pour beaucoup, quand on écoute les commentaires, il n'y avait pas forcément la manière. On s'est fait vraiment peur. Des Éthiopiens qui étaient des durs à cuire et un jeu que nous n'avons pas pu et su élever à un niveau à un moment donné où on a été aussi un peu pris à la gorge. Mais enfin, on obtient cette qualification. Je pense que on n'a pas à rougir de cela et puis on doit, quoi qu'on dise, applaudir les étalons pour cette réussite-là, parce que regardez, il y a des grands noms, même dans l'Algérie, qui sera obligé de se frotter à la Côte d'Ivoire et faire une victoire forcément pour pouvoir passer, sinon elle tombe. Donc ça veut dire que ce n'était pas si gagné. Et puis on est dans une CAN où il y a un nivellement par le haut des différentes équipes. Donc c'est applaudir les étalons pour cette qualification. On ne va pas faire la fine bouche et on termine quand même deuxième derrière le pays organisateur, ce qui n'est pas rien. Maintenant il reste à espérer que les bons réglages seront faits pour les matchs à venir. Et puis moi j'ai aussi pour moi un pincement, c'est que quand on regarde souvent les vidéos qu'on a un peu sur la toile et tout, on a l'impression qu'il n'y a pas une vraie bulle sanitaire autour de nos joueurs, alors qu'on sait que la maladie à coronavirus aura un grand impact dans les résultats qu'on va avoir. On a vu le match d'hier, le gardien a manqué. Ça c'est clair. Et si on s'amuse à avoir des figures de proue de notre système qui sont touchés par la maladie à coronavirus juste parce qu'on n'a pas été sérieux et rigoureux avec nous-mêmes, ça sera vraiment dommage. Il s'agit pour les équipes qui sont sérieuses de faire une bulle sanitaire et c'est ce que les grandes équipes font là-bas aujourd'hui. Et la plupart des joueurs que nous avons évoluent dans des championnats qui ne sont pas africains, ils connaissent la réalité là d'où ils viennent. Ils sont pas étrangers à ce type de fonctionnement. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait de laxisme quand on vient ici. C'est pas parce qu'on est X ou Y qu'on devait avoir accès aux joueurs comme s'il n'y avait rien. Il y a un vrai risque et là je pense que là-dessus on doit être un peu plus sérieux pour la suite. Merci juge Vaha. Juge Bougouma, vous avez la parole pour votre avant-propos. Alors moi j'ai deux avant-propos. Le premier avant-propos c'est Alpha Condé qui bénéficie d'une bouffée d'oxygène, en tout cas qui va sortir pour des soins. La junte a finalement autorisé effectivement que Alpha Condé puisse sortir pour aller effectivement se soigner. Bon, c'est un président comme beaucoup d'autres présidents qui ont parfois qui avaient déjà des soucis de santé, et quand il avait été renversé, c'était des arguments qui avaient été évoqués
pour demander qu'il parte. Bon, ça, moi, je n'étais pas trop d'accord parce que ce n'était pas un Alpha Condé qu'on a trouvé hospitalisé pour débarquer de la présidence. Il supportait bien donc dire que c'est pour aller se soigner comme s'il était grabataire, quoi. Non. C'est sûr que c'était des arguments qui étaient voulus pour que monsieur puisse sortir de la Guinée. Ça n'a pas prospéré. Et la junte ici dicte son calendrier. Donc, c'est elle qui décide quand et comment est-ce que l'ancien président va sortir, et donc ces choses faites. Et bon, c'est humanitaire, c'est bien. Donc peut-être que c'est des visites routinières pour les questions de santé, mais en tout cas c'est la raison sanitaire qui a été effectivement évoquée avec un délai accordé. Dieu seul sait si au terme de ce délai ça va pas être allongé ou pas, mais quoi qu'il en soit, c'est un Alpha Condé qui commence à bénéficier de plus de mouvements depuis qu'il a été effectivement renversé par Doumbouya et ses camarades. Donc humanitaire c'est bien, s'il a des soucis de santé, c'est de lui permettre d'aller se soigner correctement, parce que ce n'est vraiment pas évident. Quand les uns et les autres sont sur la brèche, c'est beaucoup de travail, c'est des insomnies, c'est des comment on appelle ça, des coups de gueule, c'est des énervements, c'est de la pression à n'en pas finir, de longues journées de travail, des voyages à n'en pas finir, et après l'organisme naturellement prend un coup, hein. Et donc quand vous êtes sur la brèche, c'est des éléments parfois que vous ne les sentez pas, mais une fois que vous n'êtes plus aux affaires, l'organisme naturellement va ressentir ce coup-là. Donc que ce soit cela, que ce soit pour des contrôles ou quoi que ce soit, c'est déjà bien qu'il puisse l'autoriser à ce qu'il parte se soigner dûment. Maintenant, ce qu'il faut mettre comme bémol, c'est de dire, vous avez été président, mais pour vos petits bobos, il faut prendre un avion pour aller soigner. C'est ça aussi, quoi. Vous n'étiez pas président, vous voyez dans quel état se trouvent les services de santé dans votre pays. Vous avez été longuement un opposant qualifié d'opposant historique. Vous êtes venu au pouvoir, vous avez fait votre part de boulot. Mais quand vous avez été débarqué de la présidence, vos premiers soucis de soins, c'est à l'étranger que vous devez aller pour effectivement sûrement se soigner. Il y a aussi à interroger nos présidents et à se poser des questions sur ces questions-là. Ils ne sont pas étrangers de la situation. Ils savent qu'ils doivent améliorer leur force sanitaire, mais en définitive, on a l'impression que non. Donc j'ai dit, c'est bien qu'il aille se soigner, mais ceux qui dirigent actuellement ou ceux qui vont venir après n'ont qu'à se mettre en tête que le défi également, c'est de donner un plateau technique à la hauteur et à la dimension de nos médecins. Quand nos frères et nos sœurs partent de l'autre côté du continent, ils ou elles reviennent majors de leur promotion, c'est les meilleurs qu'on a ici souvent dans nos pays. Qu'est-ce qui fait défaut? Plateau technique, conditions de vie et de travail. Et comme tout muscle qui ne travaille pas flétrit, donc à un moment donné, vous rentrez dans la routine, dans le découragement, et puis il y en a qui font de la dépression. Après, sur le plan professionnel, vous n'êtes pas rentable, mais c'est quelqu'un qui ne vous a pas offert le plateau technique pour pouvoir exercer correctement un boulot que vous êtes allé apprendre. Il part se soigner, c'est très bien, mais songeons à améliorer notre offre hospitalière en rehaussant le plateau technique, parce que parfois ce n'est pas une question de compétence. Ça, c'était mon premier avant-propos. Le second avant-propos, c'est la Mauritanie également qui ferme maintenant ses frontières avec le Mali. Donc c'est un Mali maintenant qui va compter sur l'Algérie et sûrement la Guinée. Voilà, donc la Mauritanie qui accueille d'ailleurs un bon flux de réfugiés maliens déjà. Donc ferme également ses frontières pour être solidaire de la décision de la CEDEAO. Mais c'est sûr que sur le soft power a fait son travail, la diplomatie souterraine naturellement a fait son travail, et c'est une Mauritanie certainement qui ne pourra pas, comme on appelle ça, survivre à certaines pressions qui vont venir de l'autre côté, où à un moment donné les réalités de terrain vont l'emporter sur la solidarité légendaire africaine envers un peuple, une population qui en a besoin. Donc ici, le terrain politique et diplomatique a pris le pas sur les questions de solidarité. Nous d'ailleurs, nous aussi, nous avons fait pareil. Même si nous aussi, on ne peut même pas organiser nos municipales. Donc la réalité aussi, elle est là implacable, il faut être réaliste. Donc c'est un Mali qui, effectivement encore, vient d'être coincé et vient d'être mis à l'étroit dans cette situation. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est sûr que j'ai dit bien des négociations vont être ouvertes, parce que ni la CEDEAO, ni les pays de la CEDEAO, encore moins le Mali, n'ont intérêt à ce que cet embargo perdure.
Merci, monsieur les juges, pour ces propos introductifs. Nous allons également faire un clin d'œil aux équipes derrière la caméra qui nous permettent d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders True TV et WattFM. La commission ad hoc instruite par le ministère en charge de l'habitat a rendu public hier, en tout cas, son rapport sur les demandes d'approbation des projets immobiliers au Burkina Faso. On retient que seulement 105 de ces dossiers sont jugés recevables sur 400. Alors, juge VAR, on peut encore dire qu'on a un rapport édifiant au regard de ce qu'on a comme détails et chiffres là-dessus. Oui, c'est un rapport édifiant et je crois que ça met à nu quelque chose qu'on savait déjà, le véritable problème qu'on avait sur les questions de lotissement, de foncier de façon plus claire, et la spéculation qui était celle foncière et qui faisait qu'il y avait une vraie prédation sur nos terres, pas au bénéfice notamment des populations qui, somme toute, ne demandent qu'à avoir un logement décent, mais qui fait les choux gras de personnes qui tirent le meilleur parti de la pauvreté de certains, et puis font de l'accaparement de terre et après de la spéculation foncière. Donc c'est quelque chose qui devrait s'arrêter, et à un moment donné il fallait organiser. Des décisions ont été prises par le ministère, et depuis quelques années on a donc la suspension donc de l'approbation des projets immobiliers pour essayer de voir plus clair là-dedans, et même les agréments pour ce qui est de l'entrepreneuriat dans le secteur immobilier. Et donc ça a bloqué le nombre d'entrepreneurs qu'on a à 275, et puis il y avait 400 dossiers qui étaient en instance qui devraient être élagués, et c'est pour cela qu'on a eu cette commission ad hoc et puis qui a livré ses résultats. Mais bon, je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Quand vous avez 105 qui sont recevables, et encore que les 105 qui sont recevables sur les 400, il y a aussi un processus qui va venir après pour regarder un peu plus en profondeur là-dedans. Donc ça veut dire que les autres sont rejetés. Et qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que ceux qui ont été rejetés, sûrement que ça reviendra, en tout cas pour l'élevage ou quoi que ce soit, mais en tout cas ça sera rétrocédé. Bon, comment est-ce que ça va se faire? Ça c'est une autre question. Mais ça dénote de ce que il n'y a pas vraiment de sérieux dans le secteur. Ça au moins c'est une réalité. D'accord. Alors sur les 400 dossiers, on retient en tout cas de ce qui est sorti de ce rapport-là que plus de 200 concernent la capitale, alors qu'ils mobilisent pas moins de 18 000 hectares. C'est un chiffre assez énorme, et ça démontre une fois de plus que la pression, en tout cas c'est au niveau des centres urbains. Juge Bougman. Oui, puisqu'il y a deux réalités. La pression sur les centres urbains s'explique par la forte concentration des habitants, de la demande, la forte concentration de la demande en logement dans les centres urbains, dans les villages, dans les périphéries, dans les communes rurales, qui a besoin d'une parcelle dûment lotie avec tout ce que cela comporte comme commodité pour se loger. Il y a des zones non loties qui sont là, dans les périphéries des grandes villes. Mais quand vous partez au niveau village, ou même quand vous finissez de quitter la périphérie, vous êtes dans une commune rurale voisine, en dehors peut-être du centre de la commune, ou pour des commodités administratives, d'organisation. Il y a un petit lotissement qui a été fait depuis des années. Le reste, les gens sont installés de façon informelle, puisque ce sont des membres d'une même famille. C'est des voisins de longue date qui y sont installés depuis des lustres. Donc là, effectivement, où les enjeux de lotissement sont moindres. Il y en a qui n'en ont même pas besoin pour le moment, compte tenu de leur réalité sociale, politique et économique. Pour le moment, ce n'est même pas une priorité pour eux. Une priorité pour un village de moins de 5000 âmes ou de 5000 âmes en gros, sa priorité, ce n'est pas un lotissement. Sa priorité, c'est comment est-ce que les enfants peuvent ils peuvent se soigner sérieusement, comment est-ce qu'on peut scolariser dûment comment on appelle ça, les enfants, comment sur le plan social et économique ils peuvent s'en sortir par rapport à un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a d'abord une bonne voie d'accès même à leur localité en cas d'évacuation sanitaire? Ils sont beaucoup plus dans ces questions que des questions de lotissement ou de parcelles. Mais maintenant, au sein de la capitale, il y a des gens qui y sont par nécessité de service, qui a quitté une localité qui a 300, 400 km, mais qui a besoin de se loger pour pouvoir travailler parce qu'il ne laboure pas la terre. Il travaille dans un bureau, il a besoin de se loger. Donc la pression
la demande de logement sur ce dernier, et celui de l'autre côté, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi il y a une forte concentration de demandes en ville. Maintenant, l'autre réalité, c'est quoi? C'est que les lotissements étaient suspendus depuis des années. Donc il y a une demande, comme on appelle ça. Il y a une demande en termes de logement qui est là. Il y a un besoin qui est là, qui doit être effectivement comblé, mais qui n'arrive pas à l'être. Et vous avez parmi la classe moyenne certains fonctionnaires d'ailleurs qui sont reclus dans les zones non loties depuis des années, qui attendaient une hypothétique parcelle qui tarde à venir. Et une solution lui a été offerte par les promoteurs immobiliers. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'il est là depuis des lustres cloîtré dans un lopin de terre non loti, il craint qu'à un moment donné, il n'arrive plus à avoir des moyens pour viabiliser et vivre décemment. Il trouve une opportunité, il va en saisir. Donc, ça s'explique par cela. Donc, la pression dans les grandes villes, notamment dans la capitale burkinabé, s'explique également par cela. Et l'autre aspect, ce sont les communes rurales qui sont très proches de Ouagadougou. Samba, c'est pratiquement Ouagadougou. Lumbila, c'est à côté. Tangendasouri, c'est à côté. Comme Kipala, c'est à côté. Et tous ces petits villages qui relèvent de communes rurales qui sont très qui jouxtent Ouagadougou, où beaucoup de travailleurs y logent et viennent effectivement pour servir l'État ou dans le privé puis repartir le soir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver une solution. Donc je pense que c'est compte tenu de cette situation qu'il y a une pression. Moi c'est comme ça que j'explique la pression la forte demande dans la capitale et dans les grandes villes. Alors l'autre intérêt de ce rapport, quand on écoute le ministre en charge de l'habitat, c'est qu'il a permis d'épingler les promoteurs immobiliers qui ne sont pas à règle. Pour la commune de Samba, on parle d'une quarantaine de promoteurs immobiliers hors la loi. Il faut également assainir à ce niveau. Oui, il parle d'une quarantaine de promoteurs immobiliers rien que pour Saba. Il y a seulement 4 qui sont en règle. Et donc tous les autres, nous dit-on, sont hors la loi. Et c'est hors la loi, la mobilise à eux seuls près de 40 000 hectares. Mais c'est 4 000 hectares. Je vais retrouver le chiffre. Voilà, 4 000 hectares. Eux seuls mobilisent 4 000 hectares, les hors la loi. Donc vous voyez comment c'est gangréné. Donc il y a une nécessité d'assainir forcément le domaine. Mais c'est ça je dis aussi souvent, c'est qu'au Burkina on est habitué à laisser un pourrissement avant de vouloir venir essayer à faire quelques actions pour assainir. On est conscient de la crise foncière depuis fort longtemps. Je disais, ça a emporté déjà des maires, on a eu beaucoup de dossiers, on a décidé d'arrêter le lotissement, on a dit on va regarder dedans. Mais je pense aussi qu'aujourd'hui, on est aussi à une autre étape avec le ministre Bénéwendé. Il y a une véritable volonté à vouloir aller de l'avant et quitte à parce qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs, quitte à casser certaines choses, mais il faudrait sortir par le haut de la situation dans laquelle nous sommes. Et je pense qu'on a au moins un ministre qui est en train de, même si ça ne plaît pas à tout le monde, mais qui est en train de faire un boulot là-dessus et qui s'assume. Je pense que ça c'est très important. On a entendu, en tout cas les promoteurs immobiliers, partager leur colère. Mais même le Burkinabé lambda, quand il les écoute, il dit mais écoutez, vous aussi, vous avez exagéré dans cette affaire. Parce que c'est vrai que les textes permettaient certaines largesses, vous vous êtes engouffré dedans et depuis, on ne s'en sort pas. C'est une vraie spéculation. Regardez aujourd'hui, on connaît le niveau de vie du Burkinabé, on connaît le salaire moyen. Mais pour un fonctionnaire de l'État, pour quelqu'un qui travaille dans le privé, pour obtenir une maison, vous savez ce que ça lui prend. C'est-à-dire que si on veut être sérieux, le monsieur il pourra rentrer dedans pratiquement pas loin de sa retraite. S'il doit compter sur son salaire en tout cas. Mais parce que il y a eu une spéculation qui a mis le niveau du prix de façon générale qui n'est pas à la hauteur du Burkinabé. Donc ça veut dire qu'il y a une spéculation qui est très forte. Sinon, pour moi, ce n'est pas la terre, le phénomène de rareté ici qui justifie les prix. Non, c'est pas ça. C'est parce que si tu n'as pas ces moyens, tu ne vas pas l'avoir. Et encore que ceux qui font de l'épargne et qui parviennent à prendre cette épargne, à mettre dans la main de certains, se retrouvent grugés. On en a beaucoup. On a vu, on les a reçus ici à foison lors des missions.
ils sont rentrés dans des projets, ceci, cela, il faut épargner, vous faites des types de cotisations, vous déposez à chaque fois et tout. Après, vous dites qu'ils sont en justice parce que le monsieur, il n'a pas forcément, il n'a pas tous les droits sur la parcelle, ou bien quand il l'a acheté, certains sont venus contredire l'acquisition, ça devient un problème, vous êtes entre deux feux et ça devient véritablement compliqué. Et ça, c'est foison. Et quand c'est comme ça, c'est vraiment difficile. Et je pense que quand on entend le ministre parler de la quarantaine à Saba et seulement 4 qui respectent toutes les règles, qui existent légalement, donc on comprend comment est-ce qu'il y a des entrepreneurs véreux dans le secteur. Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais c'est que la majeure partie dans le secteur, c'est pas des gens qui sont corrects. Et le problème c'est que quand vous prenez le cas de Saba, ceux qui ne sont pas corrects, 4000 hectares qu'ils gèrent. Donc vous dites, si vous avez eu le malheur de rentrer dans ce circuit-là, vous vous êtes foutu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fera? Parce qu'ils ont eu pion sur rue, qu'est-ce qu'on fera de ceux qui, de par leur activité, ont pu obtenir des parcelles? Si eux-mêmes ils n'existent pas légalement. Donc on a laissé faire, il y a eu un pourrissement. Maintenant, je dis toujours, quand vous regardez très bien dedans, vous allez voir que c'est parce qu'il y a de gros bonnets. Parce que si c'était seulement que des petits messieurs là qui se cherchaient, qui étaient dans le secteur et puis ça posait problème, très vite on allait leur taper là-dessus. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le régler depuis fort longtemps? C'est difficile. On vous dit, aujourd'hui, connaître qui a quoi en termes de parcelles, même c'est compliqué. Mais puisque votre cadastre n'est pas informatisé, chaque fois on chante qu'on va l'informatiser, chaque fois on va le digitaliser, chaque fois on chante qu'on va faire. Mais ça ne se fait pas. Le Minefid, je le rappelle, dans son dernier Kassem en a parlé. C'est pas la première fois qu'ils en parlent. Donc, si on veut être sérieux, je pense que sur la question domaniale, il faut qu'on ait une administration qui soit correcte, qui soit arrivée aux besoins du moment. Et c'est tout ça qui va permettre d'assainir les choses. Mais il y a un bon travail qui commence à être fait et c'est déjà bien. Et ça doit obliger aussi ceux qui ont envie d'exercer dans le métier de respecter toutes les normes et toutes les règles. Regardez comment sur 400 dossiers qui ont été suspendus depuis maintenant quelques années, on regarde bien dedans, c'est seulement 105 qui sont bons. Ça fait 295 qui sont mauvais. Et donc, ça veut dire que ça fonctionnait comme ça. Donc, il faut aller chercher aussi avec le processus même d'approbation, notamment des projets. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de projets qui étaient approuvés et qui ne respectaient rien. Donc, fouiller même dans le camp du ministère aussi, qu'est-ce qui n'allait pas. Effectivement, le ministre l'a dit, il y a eu également des défaillances au niveau du contrôle, parce qu'il y a un contrôle en amont qui devait se faire au moment de l'exécution de ces projets-là. Je pense que c'est tout cela que le travail de ce comité ad hoc met à nu. C'est les défaillances d'un système dans lequel s'engouffrent des personnes véreuses. Pas que tous les promoteurs immobiliers soient ainsi, mais il y a une bonne partie de promoteurs qui tiraient leur chou gras de cette situation. Donc il y a à indexer ces malhonnêtes-là, c'est comme ça qu'il faut les appeler. Et puis aussi ceux qui sont au ministère, parce que c'est celui-là aussi qui faisait que ça continuait ainsi, en donnant des agréments à des personnes qui ne devraient pas l'avoir et en approuvant des projets qui ne devraient pas l'être. D'accord. Alors juste Bouma, la grosse interrogation également, c'est ce qu'on va faire de ces parcelles issues des projets irrecevables. Quand on écoute les conférenciers d'hier, on a comme l'impression qu'à ce niveau également, on n'a pas une claire lecture de la chose. On pense peut-être faire des attributions au niveau des agro-businessmen. Votre regard là-dessus par rapport justement à la gestion de ces parcelles? Le problème est à plusieurs niveaux. Il y a d'abord l'irrégularité de certains promoteurs, parce qu'il y en a qui sont réguliers vis-à-vis de la loi. Donc il y a l'irrégularité de certains promoteurs vis-à-vis de la loi. Deuxièmement, c'est l'irrégularité des projets. C'est différent. Donc des projets qui ne sont pas validés. L'entreprise, elle est légale. Maintenant, le projet n'est pas validé et est en train d'être exécuté. Deuxième niveau de problème. Troisième niveau de problème, c'est le laxisme de ceux qui devaient faire le contrôle en amont et en aval. Et ça, ce sont les agents du ministère. Des cadres du ministère ont monnayé leur signature, je vous dis. Ils ne peuvent plus revenir dire quoi que ce soit. Pourquoi? Comment est-ce que l'ancien secrétaire permanent sur des questions de logement est parti? Et cherchons à savoir. Donc, même des cadres du ministère au plus haut sommet sont impliqués dans certains projets validés ou invalidés. Ces messieurs-là, qu'est-ce qu'on va en faire?
Les maires qui ont de façon indue autorisé ces choses-là, qu'est-ce qu'on en fera? Donc, il y a une impunité totale. Sur ces questions, il y a une omerta totale. On charge le promoteur immobilier. Mais le promoteur immobilier ne descend pas, il n'est pas descendu du ciel pour faire ce qu'il a à faire au mépris des textes. Il y a quelqu'un qui est là, qui a validé les textes et qui devrait suivre. S'il n'a pas fait son travail, qu'est-ce que vous voulez? Donc, d'abord, c'est ça. L'assainissement du milieu également par l'assainissement aussi de comme on appelle ça, de ceux qui gèrent le dossier, même jusqu'au ministère. Mais à ce niveau-là, c'est un silence total. Mais par rapport à la suite, hier après la conférence de presse, nous avons tenté d'avoir la liste. Elle n'est même pas encore disponible. Ah oui, elle n'est pas encore validée, elle n'est pas encore signée par le ministre, donc il faut attendre, après, on va publier après. C'est la réponse qui a été donnée à notre service de rédaction. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Mais en ce moment, la question c'est à quoi servir réellement cette conférence de presse? Puisqu'on a l'impression que visiblement vous n'êtes pas prêt. Vous dites que sur tel nombre de temps, il y a tel nombre voilà. Et la liste n'est pas encore validée ni signée pour être rendue publique. Alors que normalement, à partir d'hier, elle devait être rendue publique. Pour que ceux qui sont concernés sachent si où j'ai construit ma maison, est-ce que c'était un projet validé ou pas? Si ce n'était pas un projet validé, qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, le ministère m'a parlé de régularisation, parce qu'il y en a qui sont déjà, qui vivent là-bas. Donc, en attendant qu'on régularise, il y en a qui ont besoin de savoir. Mais il y a d'autres qui sont en projet, qui sont dans des démarches, et qui veulent savoir maintenant, comme j'ai l'info, où je vais, est-ce que c'est validé ou pas? Je temporise ou je continue? Oui. Mais on a un ministère en face, on a des autorités qui disent, on dit non, c'est pas prêt. Mais non, il y a un problème. Comment est-ce qu'on gère ces questions-là? De mon point de vue, il faut la gérer avec toute la transparence et tout le sérieux qui va avec. Dès lors qu'on est prêt pour la conférence de presse, on est aussi avec tous les éléments. Les hommes de médias qui sont partis, qui est revenu dans sa rédaction avec la liste? Personne. On donne des chiffres, effectivement, qui choquent. L'Assemblée nationale est sortie, ça choque, mais on demande les preuves matérielles. L'Assemblée nationale dit, nous allons faire une enquête parlementaire. Mais en attendant, le gouvernement fait une conférence de presse, dit qu'il y en a qui ne sont pas, on donne les chiffres, c'est alarmant, mais il n'y a pas de la preuve matérielle pour le citoyen. Qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai dit, il y a effectivement un laxisme, une responsabilité des agents du ministère dans cette affaire. Il y a l'indélicatesse de certains promoteurs immobiliers, et ça aussi c'est vrai. Il y en a qui sont réguliers, la preuve, le ministère l'a dit, il y en a qui ne sont pas réguliers. Mais en même temps, il y a aussi des gros bonnets derrière. Et des hommes politiques qui sont devenus pratiquement des promoteurs immobiliers. Des maires d'arrondissement et ou de communes rurales qui sont devenus des promoteurs immobiliers. Même dans les environs de Ouagadougou. Le maire est promoteur immobilier. Mais qu'est-ce que vous voulez? Lui, il ne fait pas sa pub à la télé. Même quand ça passe à la télé, c'est le nom de quelqu'un d'autre. Mais tout le monde sait que c'est le maire qui est derrière. Donc, il y a un problème. Vous pouvez être en même temps le maire de la cité, l'homme d'affaires pour la promotion immobilière, et puis le conflit d'intérêts, il est là. Donc je dis, l'assainissement du milieu également passe par ça. La sanction de cadres du ministère qui sont impliqués, ça c'est clair. Et ça aussi c'est vrai. Mais maintenant, par rapport à ce qui a été donné de voir, pour un citoyen qui a fait foi à une société immobilière et qui est allé s'installer, lui, qu'est-ce qu'on en fait? Les projets qui sont déjà actionnés, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, parce que c'est aussi la loi qui a permis qu'on en arrive là. Et c'est un État aussi qui n'a pas su donner une réponse adéquate au problème de logement à des citoyens aussi qui en ont besoin. Ils ont besoin de se loger. Ils ont besoin de se loger. Et même quand l'État a commencé à s'assumer sur la question de logement, l'État n'est pas allé jusqu'au bout. On se rappelle de la loi sur le bail locatif, enclenché par l'actuel conseiller du président du Faso, René Bagoro, quand il était ministre sous la transition. Après, ça a été achevé dans le gouvernement Roch Kaboré sur le bail locatif. La loi a été adoptée, les décrets d'application validés, mais aucune mesure contraignante. Si monsieur Vaha veut loger dans votre maison,
il vient avec sa loi, il dit bon écoute, par rapport à regarder la maison, vu le standing, la loi dit je dois payer tant. Vous dites ok, donc il faut aller, la loi vous donne une maison, allez y loger dans la maison de la loi. Monsieur Vaha, ma maison est à tel coup, c'est à prendre ou à laisser. Pendant qu'on y est, il y a d'ailleurs d'autres personnes qui voulaient, c'est parce que tel démarcheur m'a convaincu que vous êtes sûr que moi je vais vous prendre. Je vous ferai faire quoi? Il va les frapper à quelle porte? Aller se prendre en justice parce que personne n'a respecté la loi. Puisque quand on va aller, la justice va dire c'est ici que le cadre du ministère est venu nous expliquer que la mesure n'est pas contraignante. C'est sur la base de la bonne foi. Parce que ceux également qui ont investi dans ce domaine demandent des gages par rapport au coût du matériau de construction, la qualité des matériaux de construction. Ils ne l'ont pas obtenu. Donc disent, écoutez, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, la parcelle coûte combien? Vous allez payer cette parcelle-là, construire là-dessus avec vos propres sous. L'État qui demande effectivement une régulation par rapport au coût des matériaux de construction, la réalité de terrain n'a pas su jouer sa partition. Vous dites que vous n'allez pas faire un investissement à perte, mais en face aussi un citoyen qui ne peut pas se plaindre. Il ne peut se plaindre ni contre vous, ni contre l'État. Et puis il est là, il est assis. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, j'ai dit, c'est un État qui n'a pas su donner une réponse effective à un besoin des citoyens qui est là. Conséquence, les promoteurs immobiliers viennent effectivement avec une solution à améliorer. Il y a beaucoup de choses à reprocher, mais je pense que ça peut être amélioré. Les autres pays ont réussi. Pourquoi nous ne pouvons pas réussir? Alors que certains ont tiré leçon tout récemment de nos erreurs. Pourquoi ailleurs on en parle moins, on parle moins de ces choses-là. Donc je pense qu'il y a aussi la responsabilité du politique et c'est d'avoir une volonté politique d'aller. On ne pourra pas reprocher à Ahmed Benoîndé de manquer de bonne foi. Mais il y a aussi à voir au niveau de son ministère, dans son dispositif, mais aussi de regarder dans un coin. Parce que l'histoire voudrait également qu'on demande à des gens comment est-ce que vous avez laissé faire qu'un promoteur immobilier soit véreux, oui, mais il y a quelqu'un qui l'a laissé faire. Ce dernier, lui aussi, on en fait quoi? On fait quoi de ce dernier? Ah, mais si le cadre du ministère et puis les actionnaires dans une société immobilière, on fait quoi? Si le cousin du ministre ou si les cousines du ministre et il ou elle détient effectivement l'agrément en tant que promoteur immobilier, qu'est-ce qu'on fait? Pour secouer ce cocotier là, c'est pas aussi évident comme on le pense. Mais il y a un courage politique qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Mais en attendant, la question principale, ceux qui sont toujours dans les zones non loties, à qui on a promis de lever. Je me rappelle que quand l'autorisation a été donnée aux autres communes, pour Ouagadougou et Bobo, ils ont donné 6 mois. Le ministre Bonané a dit 6 mois. Il est passé ici. Les 6 mois ne sont pas encore échus. Mais ces messieurs-là aussi attendent, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Donc, il faut trouver également une réponse à ces questions-là. D'accord. Alors, la question que beaucoup se posent, c'est la suite. Qu'est-ce qu'on fait après ce rapport-là? La problématique de la question immobilière a été longuement documentée. On a parlé de l'enquête parlementaire là-dessus. Aujourd'hui, une commission ad hoc qui donne son rapport. On est tenté de se demander si ce n'est pas un rapport de plus. Oui, mais je crois que le ministre Benoîndé est dans son combat. Il a fait passer devant un conseil des ministres un projet de loi qui avait été âprement discuté. Je me rappelle qu'il a fait des grosses choses au niveau des promoteurs immobiliers. Maintenant, ça a été introduit à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est ça. C'est par les textes qu'on essaie d'assainir les choses, qu'on essaie de recadrer. Parce qu'au fond, il y a beaucoup qui font de la promotion foncière alors qu'on est d'abord dans la promotion immobilière. Je pense que c'est ce qui était dénoncé. Maintenant, on attend de voir ce que ça va donner. Mais en même temps, moi, il y a des questions qui, quand on regarde ce qui est en train de se passer, il y a des questions on a le droit de se poser. Si ça fait pratiquement, c'est une question d'année qu'on a suspendu la question d'approbation des projets immobiliers. Donc, il y en a qui ont introduit des demandes depuis, c'est suspendu. On en a jusqu'à 400. Mais les publicités qu'on entend tout le temps, chaque matin, chaque midi, sur les projets, venez prendre des parcelles, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Comment on appelle cela? L'approbation là est venue d'où? Quelquefois, il y a beaucoup de questions comme ça qu'on se pose, mais ça continue. Parce que la prédation, elle est là, les choses se font, mais on avait l'impression que bon, tout le monde sait que ça va, c'est comme on dit une bombe, ça va exploser à un moment donné, mais tout le monde regardait. On espère qu'on tient le bon bout pour avoir les bonnes solutions qu'il faut, mais ça va avec un courage à
c'est vrai, mettre la pression sur les promoteurs immobiliers, mais ça va avec des textes bien construits. Ceux qui ne les respectent pas, ils se retrouveront éjectés. Mais il y a des brebis galeuses aussi au sein du ministère et dans le processus de contrôle là qu'il faut identifier et qui doit payer pour nous avoir mis dans cette situation. Et puis, quand on dit une quarantaine, par exemple, de promoteurs immobiliers à Saba et qu'il n'y en a que 4 qui sont légaux, donnez-nous les noms des 4, c'est même pas compliqué de donner les 4. Et puis, sachant qui respecte, qui ne respecte pas les normes, c'est le premier pas pour éviter que les Burkinabés continuent de se faire gruger. Moi, je crois que c'est le minimum. On ne peut pas venir nous dire que je prends par exemple la question des eaux préemballées qu'on boit. Il y en a 4 qui respectent les normes, le reste là, ce n'est pas bon. Et puis on plie les bagages, on s'en va. Mais moi qui vais payer mon eau juste après le point de presse là, je regarde, je dis, mais dans cette affaire là, c'est bizarre. Ça, c'est soit on est concerné ou pas. Mais en fait, je n'ai pas eu la bonne information. L'essentiel, je ne l'ai pas eu. Parce qu'on l'a fait, c'est d'éviter que le citoyen lambda continue de rester dans des problèmes et se retrouve toujours en justice parce qu'il a consenti des efforts, il a mis son argent dans la main de gens et puis il n'a pas sa maison, il est toujours en location, il est dans des problèmes. C'est ça qu'on veut éviter. Ou bien, à chaque fois des expropriations, ça devient des véritables problèmes. Il faut qu'on aille jusqu'au bout dans cette histoire. Merci, messieurs les juges. Nous allons à présent jeter notre regard sur un autre sujet d'actualité, en tout cas qui fait des gorges chaudes. Vous l'avez certainement remarqué, depuis l'après-midi du 11 janvier, certains réseaux sociaux, notamment Facebook, ne sont plus accessibles, notamment via l'Internet mobile. Cela rappelle la coupure d'Internet survenue en novembre 2021. Pas de communication officielle au niveau de l'autorité. Juge Bougma, est-ce que vous comprenez un peu ce silence-là sur ce dossier? Non. Naturellement, je ne comprends pas ce silence sur ce dossier parce que la première coupure qui avait concerné Internet, c'était pareil. Il a fallu attendre quelques jours avant qu'un communiqué ne sorte pour nous dire pourquoi est-ce que ça a été coupé. Mais cette fois-ci, rien. C'est d'abord Internet momentanément coupé et après retour sur les réseaux sociaux. Puis bon, aujourd'hui c'est Facebook qui a beaucoup plus frappé et les uns les autres utilisent les VPN et, en tout cas pour pouvoir se connecter. Mais l'explication officielle jusqu'à présent, on ne l'a pas. Et moi je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a un silence autour alors qu'on a un ministère pour les questions numériques, on a l'ARCEP, on a un porte-parole du gouvernement. Mais il n'y a rien. Et il y a un ministère de la communication parce que c'est des outils également de communication. Toutes ces entités sont aphones et atones par rapport à cette coupure et il faut se torturer les méninges pour deviner pourquoi. Alors que il faut dire, si vous avez eu le courage de couper, c'est de dire nous l'avons coupé pour X ou Y raison et puis on passe à autre chose. Le silence a également fait partie aussi d'un mépris vis-à-vis des citoyens. Parce que la régulation ne dérange pas certains Burkinabés. Vous avez des Burkinabés qui disent qu'il faut réguler. À la limite, il faut couper si c'est pour permettre qu'on vive en paix, pour permettre qu'on puisse vivre. Il y en a qui le disent, qui ne s'en cachent pas, ça ne gêne pas, qui disent d'ailleurs, moi je ne suis pas, mais il y a des acteurs qui vivent aussi de ça. Et c'est beaucoup d'argent. J'avais donné les chiffres lié à la coupure de 8 jours, c'est la coupure d'Internet. On était à quoi? Plus de 20 milliards de pertes. Parce qu'on a quelques milliards par jour. Donc les pertes qui avaient été effectivement là, parce que ça concernait tout. Mais cette fois-ci, les autres marchent. Instagram marche, Twitter il marche, WhatsApp il marche, Telegram il marche, Signal il marche, YouTube, Facebook seulement pour le moment qui ne marche pas. Alors que quand on prend les données, j'en avais fait un avant-propos en début d'année, comment on appelle ça, en 2021, le rapport de 2021 effectivement est clair. 98% de ceux qui utilisent les médias sociaux là se connectent via smartphone. Alors que comme c'est smartphone et la majorité c'est la connexion mobile. Donc smartphone c'est connexion mobile. C'est vrai, une fois au bureau, il y a le Wi-Fi, mais quand il sort, il est assis dans un coin de la rue, il est à la maison, il n'est pas sur le Wi-Fi, il est sur la connexion mobile. Alors qu'aujourd'hui, il faut avoir du Wi-Fi pour avoir accès effectivement à Facebook. Donc il y a une bonne part
de Burkinabés qui sont de côté. Alors que Facebook aujourd'hui, on est à plus de 2 millions. 2,3 millions d'utilisateurs sur Facebook. C'est sûr que les chiffres ont été actualisés, mais ce sont les derniers chiffres que je donne sur le rapport de janvier 2021. Donc ici, c'est-à-dire qu'il y a un impact réel, parce qu'en termes de pouvoir toucher beaucoup de gens, Facebook touche plus pour ceux qui font le e-commerce. Ouais, parce que WhatsApp et autres, c'est pour la conversation privée et tout. Même si vous créez un groupe WhatsApp, vous mettez des produits, compte tenu du flux d'informations, ça peut passer inaperçu. Quelqu'un fait 2 heures, il n'est pas rentré dans le groupe. Peut-être qu'il faut passer toute la longue liste là pour voir qu'est-ce qui a été publié par après. Facebook, c'est beaucoup plus pour aller conclure, WhatsApp, c'est pour aller conclure le marché, voir comment est-ce que vous réglez. Mais tout le travail de publication, ça va être sur Facebook. Vous sponsorisez pour toucher le maximum de personnes, alors que sur WhatsApp et sur les autres applications, vous ne pouvez pas faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, la réalité aussi, elle est là, implacable. C'est pourquoi j'ai dit, pour des acteurs de ce milieu, parce que à Ouagadougou, de plus en plus, nous connaissons des gens qui ne vendent que sur Facebook. Ils ne vendent que sur Facebook. C'est des boutiques en ligne. Donc, ce n'est pas un magasin, vous allez trouver, comment on appelle ça, de la marchandise avec un relais sur Facebook. Non. Mais vous pensez passer la commande, le produit va venir, mais il n'y a pas une boutique physique. Donc, il y a ces personnes-là qui ont commencé, qui vivent de ça aussi. Donc, je pense qu'il y a à revoir. Au moins, ce qu'on donne, j'ai dit l'explication, quoi. Et ça, nos autorités doivent le faire. Mais dans un contexte également de lutte contre le terrorisme, il ne faut pas rêver. Comment on appelle ça? Pour la paix, il n'y a pas un sacrifice de trop. Il n'y a pas un prix de trop aussi à payer pour la paix. Encore faut-il qu'il y ait de bonnes raisons et qu'on ait des résultats liés à cela. D'accord. Alors, juge Va, c'est vrai, jusqu'à présent, les gens se posent la question, panne technique ou coupure volontaire, ce qui est sûr, les supputations et spéculations vont bon train. Pour beaucoup, c'est lié au dossier du coup d'État manqué. Pour certains, c'est l'actualité au Mali avec les décisions prises par la CEDEAO. Votre regard là-dessus, sur ce silence-là des autorités burkinabées, le ministre de la Sécurité sur un média de la place a estimé qu'il n'y avait pas de commentaire à faire là-dessus. Oui, c'était même ça son commentaire. C'est triste de ne pas nous répondre sur une situation qui, je ne vais pas dire qui préoccupe, mais qui dérange bien le Burkinabé. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas conscience de l'économie, d'une économie qu'il y a sur cette plateforme-là. Parce que c'est des parts de marché, il y a des gens qui vivent de cela, il y a des gens qui communiquent à partir de cela, il y en a pour qui c'est une possibilité et puis une capacité de force de vente pas possible. Donc dire ça comme ça de go, bon, c'est un peu méprisant. On nous a habitués aussi souvent un peu à cela, ce genre d'infantilisation, et moi je trouve que c'est pas sérieux. Il faudrait une réponse à ce qui est en train de se passer. On a vu lors de la coupure Internet, on a l'impression que les communications se font très mal. Et on a pensé que peut-être décider de se taire, c'est éviter de commettre l'erreur. Mais c'est ça l'erreur. Et donc aujourd'hui, c'est un genre de frustration. Ce sera pour combien de temps ? On ne sait pas, parce que souvent, quand c'est technique, il y a des excuses qui sont données, notamment par les opérateurs, et ils nous disent on est en train de travailler là-dessus, et donc bientôt, ça sera rétabli. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'excuse, il n'y a rien. Mais bon, je pense que c'est juste une décision qui a été prise. Ça paraît logique à la façon dont les choses sont en train de se faire. Si c'était que tout était mort, on pourrait dire qu'il y a une difficulté de communication entre les opérateurs de téléphonie ou les régulateurs et nous. Mais même les SMS, tout cela passe. Donc on pouvait nous dire qu'est-ce qui se passe concernant cet outil-là, qui est celui le plus usité au monde et au Burkina aussi, en termes de communication sur les réseaux sociaux. Maintenant, qu'est-ce qui dérange? Et ça donne aussi le problème, c'est que ça donne l'impression qu'on a un pouvoir qui est frileux. On a des autorités qui sont devenues frileuses. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas?
est-ce que c'est la façon de se comporter de certains citoyens, certains Burkinabés sur Facebook qui pose problème, mais faut-il avoir des décisions qui impactent et causent des préjudices sur la masse pour quelques agissements dont on n'est pas content et sur lesquels on ne peut pas s'assumer? Si des gens, je pense que même la façon d'être sur Facebook, si vous vous y amusez, vous allez répondre devant la justice des actes que vous y posez. Donc, si ça dérange, s'il y a des problèmes, je pense qu'il y a des voies et des moyens pour pouvoir régler les problèmes avec les indélicats. Mais ceux qu'on pense être indélicats. Mais on ne suspend pas, on ne coupe pas comme ça, et puis on ne donne pas d'explication. Je trouve que c'est pas sérieux. Et puis c'est la preuve aussi que, parce qu'il n'y a pas une liberté d'expression, il y a des libertés d'expression sur des plateformes, sur des moyens qui nous permettent de communiquer, de dire un certain nombre de choses. Quand ça c'est coupé, c'est un problème. Mais Juge Bourma l'a dit, est-ce que la situation sécuritaire ne peut pas peser dans la balance et justifier ce choix des autorités? Mais ça, si c'est un choix, bien sûr. Non, mais ça, au moins, ça se dit. Je pense que c'est ça le problème aujourd'hui dans lequel on est. Pourquoi est-ce que c'est suspendu? Tout le monde se pose la question et dit il n'y a rien à y voir circuler. Si c'est des questions sécuritaires, on a coupé Internet déjà une première fois, on a dit que c'est pour des questions sécuritaires. 2 fois 96 heures. Donc si c'est ça le problème, on peut nous le dire. Je crois que ce n'est pas si difficile. Si c'est ça le problème, ils peuvent nous le dire. Mais m'a dit pas de commentaire, je pense que c'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Si c'est la seule communication qu'ils ont trouvée avec toutes ces têtes bardées de tout ce que vous voulez, la diplôme et expert en tout là, si ce sont assis, c'est ce qu'ils ont trouvé comme à dire aux gens, c'est du mépris. Et puis c'est une mauvaise communication, je suis désolé. D'accord. Alors, Juge Bourma, par rapport à cette question-là, vous l'avez dit, certains ont trouvé la solution pour contourner ces restrictions, avec les VPN notamment, avec tout ce que cela comporte comme risque. Est-ce que aussi les gens ne s'exposent pas à ce niveau? Non, mais si les réseaux sociaux, déjà, avec ou sans VPN, il y a des risques, on s'expose. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs, il y a aussi de la prudence à observer. Donc, parce que c'est d'abord pas un espace de non-droit, c'est une zone où, si vous ne faites pas attention également, votre intimité peut se retrouver à monovision. Donc, il y a tous les risques avec ou sans VPN. Donc ça, c'est clair. Maintenant, même le VPN, il y a la version gratuite, mais il y a aussi la version payante. Donc la version gratuite avec tout ce qui... Parce que sur les réseaux sociaux, sur Internet, quand c'est gratuit, rassurez-vous, vous faites partie ou vous êtes le produit. Donc ça, au moins, s'il faut... Maintenant, avec la version, avec les VPN, si c'est payant, bon, vos données ne seront pas... Voilà. Mais même avec, quoique, il y a des piratages possibles, voilà. Maintenant, avec la gratuité aussi, naturellement, vous êtes exposé. Mais pour ceux qui sont habitués, il y en a qui disent, bon, on n'a rien à cacher, donc ils peuvent tout prendre. Mais attention, je n'ai rien à cacher ne veut pas dire, je veux tout révéler, je veux tout montrer. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien à cacher que vos conversations avec votre épouse via les réseaux sociaux en fonction de la distance ou bien avec vos enfants, parfois qui sont loin pour des études ou ces échanges privés où vous partagez peut-être des photos, certaines choses doivent être révélées aux gens parce que vous n'avez rien à cacher. Non, je n'ai rien à cacher ne signifie pas que je veux tout montrer. Ça, au moins, il y a cette nuance-là à faire. Mais les uns et les autres ne font pas cette nuance, quitte à ce qu'un jour, les échanges privés sortent et disent non, c'était en privé. Alors que vous abordez quelqu'un qui dit que je n'ai rien à cacher. Donc, c'est des solutions qui sont offertes, mais bon, qui comportent des risques, comme le réseau social lui-même comporte des risques. C'est comme sortir chez soi, vous sortez chez vous pour aller au boulot, vous arrivez effectivement, le carrefour est bloqué. Parce qu'il y a une course cycliste, parce qu'il y a le chef de l'État qui passe, parce qu'il y a un marathon ou je ne sais pas moi. Donc il faut trouver un contournement. D'abord, ça rallonge votre trajet. Ceux qui utilisent les VPN savent que ça consomme, les données partent également. Plus que... Parce que vous contournez. L'autre aspect aussi, comme vous prenez un contournement sur un chemin que vous ne maîtrisez pas, vous vous retrouvez dans une crevasse. Donc c'est la même chose. C'est du réel au virtuel et du virtuel au réel. C'est la même chose puisque c'est un des moyens de contournement avec tout ce que cela comporte comme des risques. Mais maintenant, je pense, comme l'a dit un internaute, le mieux,
c'est de réguler les hommes et non la technologie. Parce que c'est l'homme qui utilise l'outil. C'est l'homme qui manipule le réseau social. Ce n'est pas le réseau social qui s'auto-manipule. Celui qui met la désinformation, c'est l'homme. Celui qui met les fausses informations, c'est l'homme. Celui qui publie les fake news, c'est l'homme. Ce n'est pas le réseau social, ce n'est pas le smartphone. Combien ont répondu au Burkina pour désinformation? Combien ont répondu pour intoxication? Combien ont répondu pour, comment on appelle ça, pour incitation diverses et tout et tout? Je pense que tout en voulant réguler la technologie, la réalité aussi c'est qu'il faut penser à réguler l'homme. Il y a un corps pénal qui est là. Selon ce qui a été dit, c'est pour pouvoir régler les questions des réseaux sociaux, parce que le CSC ne s'intéresse pas, ce n'est pas son champ d'application, son champ d'intervention, mais c'est le procureur, c'est la justice. C'est vrai, on dit, ah oui, si vous prenez quelqu'un, on dit que ça atteint à la liberté, mais si c'est avéré, où est le problème? Donc, ce n'est pas seulement c'est pas parce que c'est pas la technologie forcément. Oui, il faut réguler, montrer aux gens le danger qu'il y a en y allant. Comment est-ce qu'on s'y prend par mesure de prudence pour préserver sa vie privée, pour préserver. Appeler à la responsabilité, ça c'est un travail à faire. Éduquer les gens aux réseaux sociaux, aux médias sociaux, les jeunes aux réseaux sociaux, c'est un travail à faire. Mais aussi réguler effectivement l'homme. Ça aussi, ça a été très bien dit, et moi je pense aussi qu'il faut aller dans ce sens. Mais le silence total, de mon point de vue aussi, c'est un mépris. Ok. Oui, s'expliquer, je suis d'accord avec Bernard, s'expliquer est une obligation, ce tel est un mépris, et ça ne peut pas être acceptable. Maintenant, il y a un autre élément, c'est qu'on oublie quelque chose, c'est que c'est le pauvre qui a tort au Burkina. Quand on prend cette décision-là, c'est celui qui n'a que son smartphone comme moyen de connexion-là qui a le problème. Celui qui a la DSL avec la fibre ou bien le VSAT, il est tranquille. On sait quel niveau moyen ça demande en termes de revenus pour pouvoir avoir ça chez soi à la maison ou bien quoi que ce soit. Donc c'est le pauvre qui a tort dans cette affaire. Donc la mesure, elle n'est pas juste parce que elle frappe plutôt le Burkinabé lambda qui partage un certain nombre d'éléments même dans son activité ou de façon sociale. Et c'est pour moi ça qui est un peu dommage, et quand on n'a pas ces explications, c'est frustrant. Ok. Restriction de l'accès aux réseaux sociaux au Burkina Faso et le rapport sur les demandes d'approbation de projets immobiliers au Burkina Faso et ses implications. C'était les deux sujets qui étaient retenus pour la présente convocation. Merci, monsieur les juges, pour les clés de lecture. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation. On se donne rendez-vous demain pour la même mission. Vous le savez, c'est poser un regard critique sur l'actualité manhattanais. Restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.